Extraclasse. Bonjour Régis. Bonjour Hélène, bienvenue à vous qui nous retrouvez pour cet épisode de Parlons Pratique, déjà le numéro 23. Et oui, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un dispositif qui, je crois, t'aurait beaucoup inspiré quand tu étais enseignant, Régis. Est-ce que je me trompe ? Clairement, il s'agit de notre école, faisons-la ensemble. Alors on parle là de bottom-up, comme on dit en mauvais français, de projets qui émergent du terrain, avec une grande place accordée à la liberté d'innovation des équipes. Qui plus est, avec de potentiels financements, je pense que ça peut parler à pas mal d'enseignants, mais aussi à des parents d'élèves, Hélène. Oui, c'est vrai que ça nous concerne tous, élèves, parents, tous les membres de la communauté éducative finalement. L'ambition de notre école Faisons-la ensemble, ce n'est ni plus ni moins que de transformer l'école, et cela grâce à une démarche plutôt novatrice pour les acteurs de l'éducation nationale du moins. C'est pour cela que nous avons souhaité vous proposer cet épisode assez tôt finalement dans ce projet Notre école Faisons-la ensemble, puisque le processus commence tout juste. L'idée, c'est de comprendre ensemble à la fois la philosophie et les modalités de notre école Faisons-la ensemble, mais surtout de vous donner envie de vous lancer vous aussi. Nous allons pour cela nous appuyer sur des invités qui sont partie prenante de cette démarche au niveau d'une académie, du groupe de pilotage national et ou de leur école. On pourrait même dire qu'ils et elles ont les mains dans le cambouis. On leur demandera de nous en dire plus sur la manière dont les choses se passent et sur les premiers changements qu'on peut déjà peut-être constater. Isabelle Jacques, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes IAIPR de mathématiques, vous êtes CARDI de l'Académie de Nancy-Metz et copilote académique du projet Notre école Faisons-la ensemble. Je ne dis pas de bêtises ? Non. Et vous êtes juste à côté de moi à Nancy. Philippe Lucchesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école d'application Marseille-Saint-Charles 1 et vous allez nous parler du projet que vous menez dans le cadre de Marseille en grand depuis 1 an. Marseille en grand qui a précédé et préfiguré, on peut dire, la mise en place de notre école Faisons-la ensemble. Avec grand plaisir. Et je précise que vous êtes également juste à côté de moi, mais à Marseille cette fois. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Alors, première partie de l'émission, on se pose tout simplement une question concrète. Notre école, faisons-la ensemble, c'est quoi ? Alors, il s'agit tout d'abord de donner à comprendre la philosophie et l'organisation générale de la démarche Notre école, faisons-la ensemble. Et pour tout de suite donner du concret, je vous propose qu'on écoute un extrait de Éric Rossi. Alors, Éric Rossi, est directeur d'école à Épinay-sur-Seine. Il est membre du groupe de pilotage national Notre école, faisons-la ensemble. Et il nous donne quelques éléments sur le projet qu'il porte au nom de son école pour Notre école, faisons-la ensemble. Est-ce que vous pourriez juste en quelques mots, nous dire ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette démarche Notre école, faisons-la ensemble ? En fait, lors d'une réunion de directeurs qui a eu lieu fin septembre, notre IEN nous a présenté ce projet qui était novateur dans le sens où le paradigme était changé. On nous demandait de créer des projets qui partaient du terrain, donc qui partaient de nos besoins, de nos envies, du besoin des élèves. Et ces projets, on les montait, on prenait on demandait aussi un financement s'il y en avait besoin, et on l'envoyait à l'inspection académique. Et ça changeait parce que c'était quelque chose qui montait du terrain et non pas qui descendait. Ce n'était pas un projet qu'on nous proposait dans lequel on devait nous inscrire. Et la deuxième chose, c'était des projets non plus de classe ou d'enseignants qui s'inscrivaient, mais un projet d'école, de besoin d'école, et donc je trouvais ça un peu plus fédérateur. Isabelle Jacques, on a Éric Rossi qui nous donne du concret sur son projet, mais est-ce que vous pourriez nous dire, en tant que copilote de Notre école Faisons-la ensemble, qu'on n'a pas fini de dire dans cette émission, d'où émane cette démarche ? Alors c'est une démarche qui a été voulue par le président de la République dans le cadre du Conseil national de la refondation, qui a 3 volants, le volant hospitalier, le volant de l'emploi et de l'école. Et donc dans ce volant de l'école, l'idée est que comme l'a dit d'ailleurs le collègue précédemment, que ce soit des établissements ou des écoles qui proposent un projet et qui soit ensuite étudié au niveau départemental et académique avec un volant de financement possible. Et alors les finalités, on va y venir un petit peu au cours de cette émission, mais si vous pourriez donner quelques éléments, on va dire de la philosophie générale de cette démarche ? Alors les projets doivent appartenir à 3 thèmes principaux, le thème de l'excellence, le thème de l'égalité et le thème du bien-être. Mais
En tant que CARDI, nous accompagnons déjà des projets innovants et je peux dire que quasiment 99% des projets existants peuvent rentrer dans une, voire plusieurs de ces 3 thématiques. Philippe Lucchesi, vous, c'est dans le cadre de Marseille en Grand que vous avez eu l'occasion de vous inscrire. Alors, c'est pas tout à fait le même projet, ça c'est arrivé un an avant. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette démarche? Est-ce que c'était vraiment nouveau? Ah oui, c'était une démarche innovante, pas tellement par le projet qu'on a proposé au niveau de l'école, hein, qui pouvait exister déjà, mais ce qui est innovant, c'est que notre administration nous propose de vivre un projet, de le faire vivre aux élèves avec une très grande liberté et avec des moyens conséquents en termes financiers, d'accompagnement technique, d'accompagnement pédagogique. Et donc l'innovation, pour nous, elle vient surtout de là, de cette grande liberté qui est donnée, mais associée aux moyens qui vont avec. Parce que la liberté pédagogique a un coût lorsque on est dans l'école, puisque nous ne sommes pas constitués en établissement scolaire, nous n'avons pas de fonds propres. Donc c'était une innovation que nous avons véritablement saisie au vol. On a dit en début d'émission que ça concernait la communauté éducative élargie, mais dans le concret, il concerne qui ce projet? Qui peut se lancer dans la démarche Notre école, faisons-la ensemble? Alors, la démarche doit être enregistrée sur une plateforme qui a été mise en place par le ministère, hein, la DGESCO, et c'est le chef d'établissement ou le directeur ou la directrice d'école qui doit inscrire son projet sur cette plateforme. Donc, tout établissement, privé ou public, toute école, privée ou publique, peut déposer un projet sur cette plateforme. On peut se poser la question, alors tout le monde peut se lancer dans un projet Notre école, faisons-la ensemble. Vous avez parlé des 3 axes, excellence, égalité, bien-être. Peut-être une question qu'on peut se poser, c'est comment, en faisant émerger des projets de terrain, on peut quand même continuer à répondre à cette volonté d'une forme d'équité entre tous les territoires malgré tout sur ces projets? Alors, ce qui est important, c'est que les projets sont tous accompagnés principalement déjà par des inspecteurs. Alors dans le premier degré, c'est habituel, hein, c'est l'IEN de circonscription qui accompagne les écoles. Dans le second degré, pour ce qui concerne l'Académie de Nancy-Metz, le recteur nous a demandé que tous les projets soient accompagnés par soit un IEN du second degré pour les lycées professionnels, soit l'IPR référent de l'établissement. Et donc il y a cet accompagnement fort qui est proposé et vraiment suggéré fortement. Ensuite, il y a des équipes d'appui départementales qui ont été mises en place, qui sont vraiment polyvalentes, donc des IEN de circonscription, des conseillers pédagogiques pour le premier degré, des chargés de mission CARDI, DAC, DRAN, voilà, qui ont une expertise sur l'accompagnement de projets. Et d'ailleurs, dans notre académie, nous avons été un petit peu pilote pour ce qui est de la formation de ces accompagnateurs. Parce que comme l'a dit le collègue de Marseille, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir d'injonctions qui viennent du rectorat ou du ministère ou même de la circonscription, c'est de faire émerger les besoins de l'établissement ou de l'école. Et donc, nous avons mis en place une formation pour ces accompagnateurs afin qu'ils ne soient pas dans du descendant, de l'injonctif, mais que l'on fasse émerger des propositions avec des formes d'animation un peu innovantes comme on en a l'habitude à la CARDI. On va revenir un petit peu sur le détail des étapes et des modalités. Peut-être juste puisque là on a donné la philosophie, on a dit un petit peu, on a parlé de l'accompagnement. Le calendrier de ce projet, Isabelle Jacques, c'est quoi exactement? C'est sur quelle durée? Les projets peuvent être sur quelle durée, etc. Alors c'est aussi la grande nouveauté de ce dispositif, c'est qu'il y a quasiment pas de calendrier puisque c'est sur le quinquennat. Donc il reste 4 ans, hein, on va dire, sur ce quinquennat, un petit peu plus. Et donc il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que un établissement ou une école peut déposer un projet à tout moment pendant ces années-là, et même peut en déposer plusieurs. C'est-à-dire, on a suggéré pour certains projets, peut-être qu'ils commencent par déployer le projet au niveau d'une classe ou d'un niveau, et puis qu'ils pourront ensuite le dispenser sur une plus grande échelle plus tard. Voilà. Philippe Lucchesi, vous l'avez vécu aussi, c'est un peu pour Marseille en Grand. C'est un projet qui se déploie sur combien de temps?
Alors, il n'y a pas de limite dans le temps, hein, donc nous étions un peu préfigurateurs des projets Notre École Faisons-la ensemble. Nous avons postulé à la demande de l'IEN qui a sollicité toutes les écoles de la circonscription en février de l'année dernière, donc 2022. Notre projet a été retenu et depuis, nous le menons au fil de l'eau, sans date butoir, sans injonction particulière, mais avec quand même un plan de travail que nous nous sommes assigné en collaboration d'abord avec monsieur le directeur académique adjoint qui est spécialement nommé pour suivre ces projets, avec les conseillers pédagogiques qui nous sont d'une aide précieuse, et nous avançons dans ce projet au fil de l'eau, au fil des besoins qui se présentent au fur et à mesure, avec des pistes de travail qui évoluent, notamment sur la collaboration entre élèves et sur l'évaluation du projet, hein, même s'il n'y a pas d'injonction actuellement d'obligation de résultats. Nous sommes conscients que ces projets sont avant tout au service des élèves et pas simplement en termes de connaissances en développement durable, puisque notre projet est un projet EDD, mais aussi en termes d'amélioration sensible des compétences académiques, puisque je n'oublie pas que je suis directeur d'une école de REP+, dans un quartier, dans le quartier le plus pauvre de France. Donc voilà, les échéances se posent au fur et à mesure de nos besoins et en étroite collaboration avec les autorités académiques. Et c'est très agréable et très nouveau. On va revenir sur le détail de votre projet dans la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous arrivons. Comment est-ce qu'on construit ce projet? Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Et à nouveau, on va pouvoir écouter Éric Rossi qui nous parle cette fois-ci des premières étapes et de l'avancée de son projet. Quelles ont été les premières étapes que vous avez mises en œuvre pour lancer ce projet Notre École Faisons-la ensemble? Alors, j'ai suivi un petit peu le guide d'accompagnement qui est en ligne sur Eduscol. J'ai organisé une concertation. Alors, j'avais déjà assisté à des concertations municipales autour de la coéducation. Et donc, je me suis un peu inspiré de ça, de faire des petits groupes de travail collaboratifs et participatifs. J'avais invité donc les parents d'élèves élus, la médiathèque, les responsables des agents, les responsables des animateurs et bien sûr des enseignants volontaires. Et on avait fait des petits groupes de travail autour du climat scolaire, autour de la réussite ou de la difficulté des élèves, autour de l'inclusion. Et voilà, c'était un moment convivial et vraiment très intéressant. Et il est ressorti plusieurs pistes. Alors bien sûr, après, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti aussi des évaluations nationales des difficultés rencontrées par nos élèves. Et on a ciblé sur ce projet autour de la maîtrise de la langue avec la participation de tous les acteurs qui s'étaient réunis lors de ces réunions de concertation. Ça a été vraiment le début. Donc, bien sûr, après, tout ce qui est objectif pédagogique, évaluation, tout ça, c'est les enseignants après qui l'ont monté. Et j'ai eu l'occasion de revoir les parents d'élèves, de leur proposer. Et ça suit son cours pour l'instant. Voilà, on entend l'expérience d'Éric Rossi. Vous, Philippe Lucchesi, dans le cas de Marseille-en-Grand, je crois que c'était les étapes étaient assez proches. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, en quoi il consiste, et puis comment vous l'avez, en quelques mots, mis en œuvre? Oui, bien sûr. Notre projet, c'est un projet de jardin pédagogique partagé, c'est-à-dire ouvert au quartier et aux parents d'élèves sur le temps scolaire et hors temps scolaire. C'est un projet qui végétait par manque de moyens essentiellement, pas tellement d'ambition des enseignants. Et on a saisi l'opportunité donc des projets Marseille-en-Grand pour le développer. Donc comme tous les projets, je pense que tous les collègues qui nous écoutent seront d'accord avec moi, nous sommes partis d'objectifs. Et d'objectifs essentiellement liés à la maîtrise des compétences dans le développement durable, dans laquelle notre école était déjà engagée. Et puis, au fur et à mesure, nous avons affiné nos objectifs, et notamment des objectifs en mathématiques et en français, en s'appuyant aussi, et le collègue a raison de le souligner, sur les évaluations nationales qui, pour imparfaites qu'elles soient, restent quand même un bon moyen d'avoir une vision assez objective des acquis des élèves. À partir de là, à partir des objectifs dont nous avons développer des axes de travail, les moyens que nous allions mettre en œuvre, l'organisation concrète au niveau des classes, et puis nous l'avons soumis à l'inspecteur qui l'a accepté. Il a été retenu. Alors Isabelle Jacques, on a l'exemple avec Philippe Lucchesi d'un projet déjà lancé, mais vous qui voyez remonter, j'imagine, déjà un certain nombre d'avant-projets, on va le dire comme ça, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que vous voyez passer et de ce qui vous semble, en tout cas en l'état actuel des choses,
rentrer dans le cadre de la démarche ou peut-être moins y rentrer? Alors pas avant-projet, puisqu'on a déjà eu plusieurs projets qui ont été validés par le comité directeur de l'académie. Et on en a pas mal qui sont en attente de validation et qui ont été déposés. La demande de notre recteur, c'est et je crois que c'est la finalité du projet, c'est vraiment à l'instar de ce que je viens d'entendre, transformer l'école de l'intérieur, c'est-à-dire faire évoluer les pratiques pour changer et améliorer les performances des élèves. C'est important, même si ça ne passe pas que par les cours en classe, c'est très important qu'il y ait cette démarche, ce que j'ai entendu dans les deux projets dont on vient de parler. Donc c'est vrai que ça c'est un regard particulier qu'on a dessus. Après il y a aussi des projets qui sont en lien aussi avec les problèmes d'orientation chez nous. On parlait tout à l'heure de disparité géographique. Dans notre académie, il y a des établissements, des écoles qui sont très éloignés des centres, des lieux où on peut aller voir des entreprises, par exemple. Et donc, il y a des projets qui permettent à des élèves de rencontrer des personnels des industries ou de certains métiers qu'ils ne pouvaient pas rencontrer pour faute de moyens en général de transport. Mais toutes ces initiatives sont aussi portées par des projets pédagogiques en classe, quoi. Il s'agit vraiment de lier tout cela, et c'est pour ça que j'ai été marquée par l'intervention de nos collègues de Marseille, c'est-à-dire que c'est important de mesurer aussi l'impact de ces projets, parce que l'idée de transformer l'école, il faut aussi que ça infuse ces pratiques-là, et c'est là aussi que, en tant que Cardi, on essaye d'apporter ce qui des fois fait peur aux collègues, c'est l'évaluation qui n'est pas un contrôle, mais qui est de essayer de mesurer l'impact des projets. Et on espère avoir des projets qu'on intitule inspirants, qui permettent à d'autres de se les approprier et puis les adapter à leur situation propre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, alors, pour ce qui concerne votre académie, parce qu'on peut imaginer que les modalités peuvent varier selon les lieux, selon les académies, mais comment les projets sont évalués? Comment est-ce que les financements sont alloués? Est-ce qu'on a déjà une visibilité là-dessus? Alors en fait, ce qui compte énormément, c'est le fait que le projet soit bien accompagné. Je crois que le recteur demande à ce que chaque projet, je vous l'ai dit, soit accompagné d'un inspecteur, qu'il y ait aussi en fonction du type de projet. Là, vous parliez par exemple d'un projet EDD à Marseille. Dans ce cas-là, on met aussi le conseiller qui s'occupe de l'EDD. Quand c'est un projet plutôt numérique, on va vers la DRAN. Lorsque, vous voyez, un projet plutôt culturel, on va vers la DAC. Essayez que les projets soient au maximum accompagnés. Dans ce cas-là, il y a plus de soucis parce que vous avez des personnes qui connaissent leur métier, qui savent accompagner et qui vont aider le projet initial à peut-être prendre de l'ampleur, à s'approfondir. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de sélection, il y a juste des allers-retours. Moi j'ai entendu plusieurs fois le préfet qui a été nommé à Marseille pour Marseille en grand, et il disait cela aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de projet qui soit foncièrement refusé. Il y a des allers-retours avec les équipes pour approfondir, pour apporter des ouvertures, pour travailler avec les équipes. Et c'est ça l'esprit en tout cas de l'accompagnement. Une question sur un des forts enjeux qui est au cœur de la démarche sont ces fameuses concertations. Donc peut-être une première question à Philippe Lucchesi sur comment vous avez mis en place ces concertations, comment que ça s'est passé, et peut-être dans un second temps à vous Isabelle Jacques sur l'accompagnement autour de ces concertations. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes en REP+, donc nous avons du temps de concertation dédié, donc nous avons cette chance, et nous avons, avec l'autorisation évidemment des pilotes du réseau REP+ Kiné, nous avons utilisé ces heures de concertation qui étaient dédiées au réseau à des concertations liées au projet, et je me charge personnellement de faire le lien avec les projets du réseau en assistant aussi aux réunions interdegrés avec les collègues du collège. Donc nous avons 18 heures annuelles qui sont exclusivement consacrées
au projet, en dehors des 108 heures, évidemment, hein, donc c'est en plus, et ce n'est pas de trop, plus, évidemment, l'ensemble des réunions informelles, hein, mais qui ne sont pas spécifiques à mon école. Tous ceux qui ont déjà travaillé dans une école ou un collège ou un lycée, je suppose, savent bien qu'il y a énormément de temps qui est consacré sur des pauses méridiennes, sur des récréations ou le soir, et qui permettent, mais il y a quand même ce potentiel de 18 heures annuelles, c'est-à-dire 6 concertations de 3 heures spécifiquement dédiées au projet. Isabelle Jacques, votre rôle et puis votre impression aussi sur cette phase de concertation et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans cette démarche ? La phase de concertation, elle n'est pas vécue de façon uniforme, je dirais. Il y a des établissements qui la mettent en place déjà, comme vous l'avez dit, à Marseille, hein, de façon habituelle, et donc qui se sont emparés de ce dispositif comme ils l'auraient fait d'un autre projet. Donc il y a des concertations qui sont plus importantes, par exemple avec des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi une forte, pas injonction justement, mais suggestion plutôt, d'aller vers les collectivités territoriales, d'aller vers les partenaires artistiques, les partenaires sportifs, voilà, les partenaires de l'école, les parents d'élèves. Donc forcément, il y a des réunions qui sont prévues dans ce cadre-là. Mais je dirais qu'il n'y a pas de modèle, qui puisse s'adapter à tous les cas. Parfois, en général, les inspecteurs référents sont invités. Et j'ajouterais aussi que on a essayé de faire le lien, et en tant qu'inspectrice, c'est très important, avec les évaluations d'établissement. C'est-à-dire que un établissement qui a été évalué l'année dernière, par exemple, a déjà fait ses démarches de concertation quelque part, puisque toute la communauté éducative a été impliquée dans ces démarches, et donc peut utiliser, on va dire, cette étape de l'évaluation d'établissement pour ensuite déposer un projet dans le cadre de notre école. Même chose pour ceux qui rentrent en évaluation cette année. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important parce que l'évaluation d'établissement, c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas facile. Et là, on en voit davantage peut-être un intérêt dans ce cadre-là et aussi l'implication de tous les acteurs. Philippe Lucchesi, une question peut-être en creux, vous allez voir, c'est est-ce que pour vous, ça aurait été difficile de mettre en œuvre votre projet s'il n'y avait pas eu cette démarche « Notre école, faisons-la ensemble ». Est-ce que ça aurait été possible même ? Non, ça aurait été totalement impossible à ce niveau. À ce niveau, ne serait-ce que par des raisons techniques, des raisons de moyens surtout, hein, parce que nous avons un accompagnement qui est vraiment pensé pour les besoins spécifiques de chaque projet. Hein. Nous n'avons pas de dotation initiale d'un budget spécifique, mais nous avons accès à un certain nombre de moyens qui nous permettent d'avancer dans un projet aussi technique que le nôtre, puisque le jardinage, évidemment, un jardin, ça nécessite beaucoup de matériel. Et puis, il y a aussi l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, hein, les conseillers pédagogiques qui sont là, ils sont 5 à Marseille, chacun étant spécialisé dans sur une zone géographique. Il y a un directeur académique adjoint qui nous réunit une fois par mois pour en visioconférence, encore à midi. Et puis donc ça nous a permis de développer le projet qui serait resté à l'état embryonnaire sinon. Philippe Lucchesi, il y a une chose que vous nous avez dite quand on a préparé cette émission, c'est l'importance de fédérer l'équipe de l'école sur le projet, que ce soit vraiment par le projet de quelques enseignants ou du directeur. Je crois que et d'ailleurs la direction académique s'en est vraiment souciée au moment de sélectionner ou en tout cas d'accepter les projets Marseille en Grand. C'était parmi les conditions qui était requise, c'était l'adhésion de la totalité ou de la quasi-totalité de l'équipe pédagogique. Et ça, je crois que c'est fondamental. Pour tout projet, d'ailleurs, qui implique l'école, s'il n'y a pas l'adhésion de tous, on ne peut pas avoir de collaboration, de coopération. Et nous, ce qu'on vise, c'est même la synergie. Hein. Donc, on est au-delà de la simple coopération. Et c'était un prérequis nécessaire dont l'administration, la direction académique, a vraiment vérifié la présence. Je
vous propose qu'on se dirige doucement vers la troisième partie de l'émission pour comprendre, mais on a déjà commencé à le faire, ce que change vraiment cette nouvelle démarche. Et pour commencer cette troisième partie, une nouvelle intervention d'Éric Rossi sur ce que permet justement cette démarche Notre école, faisons-la ensemble par rapport à d'autres projets et aussi sur les premiers effets constatés. Puis on en a profité pour lui demander quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer. D'après vous, tout ce que vous avez mis en place, est-ce que ça aurait été possible sans cette démarche spécifique Notre école, faisons-la ensemble ? Alors oui, comme je viens de le dire, tout ce qui a commencé là en attente de la validation peut être mis en place. Mais ce qui dans la démarche de Notre école, faisons-la ensemble, ce qui est bien, c'est que ça concerne l'ensemble de l'école. Ce n'est plus un travail ciblé sur une classe, voire 2 classes ou un cycle. C'est toute l'école, ça concerne toute l'école. On a dit, voilà, nos difficultés dans la maîtrise de la langue, c'est l'affluence, le lexique, le vocabulaire, la production d'écrit. Donc là, pour tout ce qui est lecture plaisir, intervention de partenaires, de différents partenaires au sein de l'école, travail sur le lexique spécifique dans les classes, des choses comme ça, ça a déjà commencé. Donc ça, on aurait pu le faire sans cette démarche-là. Mais est-ce qu'on y aurait pensé de mettre tout le monde ? Je ne sais pas. Alors par contre, maintenant, nous attendons la validation du projet pour avoir les financements pour la production d'écrits avec l'aide d'auteurs-illustrateurs. Voilà, donc toute cette démarche est grâce à Notre école, faisons-la ensemble. Isabelle Jacques, est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu, vous nous l'avez déjà dit sur quelques éléments, comment les équipes académiques accompagnent les porteurs de projets dans les différentes étapes, en tout cas, qui ont eu lieu jusqu'ici ? Dans un premier temps, les équipes nous envoyaient un mail, puisqu'on a une adresse générique, notreécole@ac-nancy-metz.fr, et nous disaient leur intention de rentrer dans la démarche. Ensuite, on leur a donné les codes pour signifier leur désir sur la plateforme Sphinx. Et puis, cette plateforme, maintenant, est à disposition de toutes les personnes qui accompagnent, c'est-à-dire en particulier des inspecteurs référents. Et donc, on a, dans le cadre des réunions de collège d'inspecteurs, on a animé par la CARDI, a été animée une journée pour justement faire prendre conscience à tous les inspecteurs premier et second degré leur travail en tant qu'accompagnateurs de ces projets. Et donc, les inspecteurs ont maintenant à la disposition, ils peuvent lire les projets, quoi. Et donc, se mettre en relation avec les équipes. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, suivant un peu le type de projet, eh bien, on va leur proposer d'être accompagnés, qui par la CARDI, qui par la DAC, qui par la DRAN, en fonction un petit peu du type de projet qu'ils ont. Et on essaye vraiment d'avoir un accompagnement qui, comme on l'a déjà dit, qui ne soit pas injonctif, qui soit plus, pour permettre aussi de valoriser les projets. Et les plus emblématiques, on va sans doute les valoriser sur le site de la CARDI en particulier, puisqu'on a cette possibilité. Philippe Lucchesi, vous avez perçu aussi une sorte de changement de posture finalement, peut-être aussi des personnes qui sont venues pour vous accompagner, qui vous ont permis de mettre en œuvre ce projet ? Et effectivement, on s'est rendu compte d'un changement de posture, mais avant tout au niveau de l'équipe pédagogique, c'est ça qui a été le plus spectaculaire, puisque des organisations qui étaient à notre portée, et je rejoins le collègue de tout à l'heure, nous n'y avions pas pensé tout simplement. Et nous avons, dans le cadre de cette réflexion qui a suivi immédiatement la mise en place du projet, nous avons osé des ateliers multi-âges, des décloisonnements. Nous avons osé inviter encore davantage les parents sur l'école. Donc finalement, le projet a été en quelque sorte un catalyseur pour l'évolution de pratique, et c'est en ce sens qu'il est innovant. Et nous n'y avions pas passé tout simplement, peut-être par flemme intellectuelle, parce que en plus nous sommes une école de maîtres formateurs où on a plutôt tendance à penser qu'on a fait le tour des problèmes, des organisations, et qu'on est sinon au-dessus, du moins à côté de la mêlée. Voilà, donc ça a été un espace de réflexion aussi, et de remise en cause, au sens noble du terme, au niveau qui nous a permis d'interroger nos pratiques. Et des effets aussi en termes de coéducation, c'est-à-dire que l'école s'est ouverte aussi aux parents, à son environnement ? Alors, à l'origine, la demande de ce projet de jardin partagé est venue des parents d'élèves. Ils avaient besoin, dans un quartier très urbanisé, très bétonné, ils avaient besoin d'un espace, et qui est un espace plutôt agréable, de notre école. Donc, finalement, la demande venait d'eux. Et donc, c'est la conjonction, finalement, de cette demande et l'opportunité de
la mise en place de Marseille en Grand qui a fait que le projet a pu démarrer et prendre de l'ampleur. Isabelle Jacques, une question sur cette posture. Vous dites sur le côté non injonctif, mais plutôt d'accompagnement. Alors, pour avoir la chance d'avoir partagé quelques projets avec vous, je sais à quel point, en tant qu'IAPR, vous êtes horizontal et vous aimez travailler de ce côté-là. Sur le changement de posture en général des cadres qui peuvent accompagner ces projets, c'est aussi quelque chose que vous accompagnez avec vos équipes de l'Acadie ? Oui, alors on essaye d'accompagner ce changement. Je pense que ça passe surtout par l'humain, c'est-à-dire que l'avantage, c'est comme je suis inspectrice, eh bien mes collègues inspecteurs n'hésitent pas à me contacter et on échange et donc en général ça se passe très bien. Et je pense que ce qui est important là-dedans, c'est la communication, c'est de rassurer aussi. Je crois que ça c'est ce qui permet aussi d'avancer et puis ce qu'on n'a pas dit dans l'émission et qui me semble important depuis le début, on nous a dit vraiment au tout début du lancement. Et je pense qu'à Marseille, il l'avait dit aussi, c'est qu'on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, un projet, on peut s'apercevoir que, il est pas bon, que ça se passe pas bien. En général, il se transforme, dans ce cas-là. Mais et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance à rechercher. L'idée, c'est de transformer. Ça peut être des petits pas, des grands pas. Et moi, j'avais été touchée par ce qu'avait dit le préfet Hébrard, je crois, son nom, qui disait que, à titre personnel, il avait pour lui-même un petit peu sélectionné certains projets qui lui paraissaient les plus intéressants, sans en parler aux autres. Et finalement, c'est pas forcément ceux-là qui étaient les meilleurs au fond, quoi. Donc, je crois que c'est important, de laisser sa chance et même, comme on le dit en mathématiques, d'apprendre de ses erreurs. Et peut-être juste pour rajouter une petite chose que j'ai oublié de dire et qui est importante pour moi, c'est dire qu'on essaie de travailler maintenant à l'Acadie en faisant accompagner certains projets par la recherche. Vous savez qu'il y a une demande dans ce sens et à Nancy-Metz, on fait partie d'une expérimentation du Conseil supérieur de l'éducation nationale pour parler de recherche translationnelle, en particulier s'appuyant sur l'expérience des LEA, si vous connaissez, les lieux d'éducation associés. Et donc, on travaille avec des chercheurs, en particulier de l'INSPE, mais pas seulement. Et on va essayer de faire accompagner certains projets par la recherche. Et je pense qu'avoir un regard d'un chercheur ou d'une chercheuse, ça peut vraiment donner à voir ces projets d'une autre façon et à les rendre d'autant plus inspirants, je pense. Je crois que dans le cadre de Marseille en Grand, c'est le cas aussi, il me semble. Oui, bien sûr. En ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas parce que nous préférons dérouler notre projet tel que nous l'avions imaginé, mais évidemment, ce sont des objectifs à terme. Et là, le fait que le projet puisse se prolonger sans limitation dans le temps, sans date butoir, nous permet d'envisager l'année prochaine une association avec des chercheurs pour faire évoluer le projet. Ce que disait Madame l'inspectrice est tout à fait vrai. C'est un projet de départ, puis on l'affine, on le modifie, on le modifie même profondément s'il le faut, sans avoir de compte à rendre à personne, sinon celui de notre engagement de tous les instants dans le cadre du projet. Vous avez la chance d'avoir presque une année, je crois, maintenant d'expérience derrière vous, ce que les projets actuels de notre école Faisons là ensemble n'ont pas encore. Donc, vous pouvez déjà commencer à travailler sur l'évaluation. Qu'est-ce que vous avez mis en place en ce sens-là ? Comment est-ce que vous faites évoluer les choses ? Alors, pour l'évaluation, nous travaillons, on travaille plus globalement dans le cadre d'un retour d'expérience ici à Canopée, qui a eu lieu il y a maintenant 2 mois. Donc, on a eu un certain nombre d'indicateurs qui nous ont été proposés par les conseillers pédagogiques que l'on doit sélectionner en fonction évidemment de la spécificité de notre projet et en s'appuyant sur les évaluations institutionnelles dont on parlait tout à l'heure. Donc, lesquelles par exemple ? Les évaluations des BCP. Les indicateurs ? Ce sont des indicateurs en matière de fluence. Alors c'est un peu compliqué à décrire dans le cadre de cette émission. Il y a disons un bloc qui est obligatoire en maths ou en français, un bloc dans lequel nous pouvons choisir des items mais relatifs à l'évaluation institutionnelle et un bloc plus large qui est spécifique au type de projet. Dans le cadre de l'EDD, évidemment, c'est tout ce qui concerne bien l'éducation au développement durable, le lien avec les familles et le co-enseignement. Donc nous sommes en train d'établir, de sortir de ce pool des indicateurs pertinents
qui soit à la fois qualitatif et quantitatif, pour ne pas rester dans le « il semblerait que ça aille mieux » ou voilà, pour pouvoir avoir, sinon l'impact, mais du moins des effets attendus sur le terrain à court terme et à moyen terme pour pouvoir faire évoluer notre projet. Alors c'est très intéressant, on parle indicateur, on parle évaluation, on parle recherche, on parle innovation, en tout cas la démarche en elle-même elle est innovante. Isabelle Jacques, peut-être une question sur cette nuance, est-ce que ces projets ont besoin d'être innovants au sens que lui donne la CARDI ou simplement le fait d'être nouveau déjà et de faire émerger des projets nouveaux, c'est en quelque sorte ce qui est demandé? Alors ça, c'est un grand sujet que beaucoup de collègues se posent cette question-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que un projet innovant va dépendre aussi du territoire. C'est-à-dire que à un endroit, il n'est pas innovant parce qu'il est fait depuis très longtemps, et puis à un autre, il est innovant. Je donne comme exemple, l'année dernière, on avait à la CARDI accompagné un projet Éloquence qui était dans un lycée professionnel avec des élèves allophones, une Ulysse, etc. Évidemment, le concours Éloquence, il existe déjà dans les REP, dans les REP+. Donc, ce qui était innovant, c'était de le faire dans ces conditions-là. Et donc, je pense que, voilà, moi, je donne cet exemple-là. C'est-à-dire que innover, il y a beaucoup de choses qui peuvent, le fait de faire quelque chose de nouveau dans un établissement qui n'a jamais été pensé, même s'il existe ailleurs, et voilà, c'est de l'innovation. Alors, pour proposer ces projets, on a besoin d'inspiration. Aujourd'hui, on a essayé de vous donner quelques pistes et puis on a essayé de vous donner envie. Et maintenant, on va demander à chacun de nos invités de nous donner une inspiration qu'il aimerait partager avec nos auditeurs et auditrices. Philippe Lucchesi. Bien, ce qui me concerne, c'est Madame l'inspectrice qui m'a tendu une perche royale tout à l'heure en parlant d'humain et donc je voudrais simplement réhabiliter Protagoras et qui disait que l'homme est la mesure de toute chose. Dans le cadre des projets, c'est vrai, mais c'est surtout en tant qu'écolier et lycéen une lecture obligatoire qui est devenue une lecture plaisir il y a quelques mois. Et on discutait déjà d'éducation, de possibilités d'éducation à la vertu dans la Grèce du IVe siècle. Et les penseurs avaient déjà dit que la vertu, au sens du savoir platonicien, ça s'enseigne et ça s'enseigne pour tous. Eh bien, je crois que ces projets peuvent être des tremplins à leur mesure dans l'accès à ce savoir. Merci Philippe Lucchesi. Isabelle Jacques, est-ce que vous avez une inspiration de votre côté ? Oui. Alors, en préparant cette émission, en fait, ça est venu très vite. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par le livre de Michel Serres, Petite Poussette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, il s'est trouvé que je suis devenue inspectrice en 2010 et donc j'ai regardé, ça a été paru en 2012. Et vraiment, ça correspondait pour moi à une façon de dire les choses bien plus pertinente que moi sur ce domaine-là, c'est-à-dire voir comment on peut vivre le numérique en particulier et l'adaptation à notre monde et comment on peut réfléchir à cela. Et il en parle très très bien dans ce livre. Et moi, c'est vraiment un livre que j'ai fait acheter dans pas mal d'établissements où je suis passée. Et je trouve que c'est vraiment une réflexion par rapport au numérique qui me semble très importante et qu'il faut avoir, quoi. Et en plus, il parle aussi d'intergénérationnel et pour moi, ça, c'est très important. Alors peut-être, chère Isabelle, Hélène, je vous raconterai un jour dans Extra Classe comment j'ai passé un après-midi avec quelques collègues pour de vrai dans le salon de ce cher monsieur qui était en charentaise et qui nous parlait de numérique, donc une histoire extraordinaire. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode autour de notre école Faisons-la ensemble. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup aussi également à Eric Rossi qui n'avait pas pu être avec nous aujourd'hui mais que Régis a pu interviewer. Et bien, on a juste envie de dire, tout est dans le titre, hein. Notre école, faisons-la ensemble. Faites votre école. N'hésitez pas à participer, à envoyer vos projets. Notre école, faisons-la ensemble. Un épisode Parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Réalisé grâce à l'appui technique de Rémi Massé de Canopée Bourgogne-Franche-Comté. Montage et mixage Simon Gattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missier. N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasse.réseau-canopé.fr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2023.
Simon, on est bon? Non, il est dans le train, là. Il est déjà parti. Ok. Extra classe.